Eh bien bonjour, bienvenue dans ce 21e épisode de Divergence. Divergence aujourd'hui avec Fabrice Sorling, Xavier Moreau, Thomas Tomasovic. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Alexis. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va vous parler de Fico qui annonce en avant-première le Maïdan chez lui, dans son pays malheureusement. On va vous parler également de la ministre de l'Emploi qui souhaite éventuellement taxer les retraités les plus fortunés, ou en tout cas les plus aisés, à défaut de fortunés. Et puis enfin, on va vous parler de Trump, ce démarrage diplomatique extrêmement agressif et de sa relation donc cette semaine avec Vladimir Poutine. Mais tout de suite, générique. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, yes, need the no to win, against the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Alors, heureux de vous retrouver sur cet épisode, 21e épisode, je le disais, de Divergence. Aujourd'hui, on va vous parler de Fico. Alors justement, Fico rencontrait Orban il y a de ça une semaine et il a annoncé, le leader slovaque, en fait, être informé de la mise en place d'une future opération Maïdan par son opposition. Alors, Fabrice, commençons ensemble. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que Fico exagère les choses? Et quelle est l'opposition aujourd'hui en Slovaquie qui voudrait utiliser ce type de procédé? Oui, en fait, moi, ça me semble tout à fait crédible. Il faut se rappeler que Fico s'est déplacé à Moscou pour rencontrer Poutine, je crois que c'était aux alentours du 20 décembre. Et à son retour, je crois en janvier, Zelensky a rencontré l'opposition politique slovaque. Et peu de temps après, donc, Fico déclare qu'un Maïdan est en préparation. Donc, il y a une certaine logique, en tout cas, dans le fil des événements. Et Fico a clairement précisé qui était à la manœuvre, puisqu'il a dit que c'était les mêmes experts qui avaient été à l'œuvre à la fois en Géorgie et à la fois en Ukraine sur le Maïdan. Donc, il n'a aucune raison de raconter des mensonges à ce niveau-là. Je pense qu'il sait très bien que sa position pour la paix, parce que alors les médias le décrivent comme étant pro-russe. En fait, c'est pas vrai. Il n'est pas pro-russe, il est pro-slovaque. C'est un nationaliste slovaque qui est pour la paix. Et donc, être pour la paix aujourd'hui, c'est considéré par l'État profond européen occidental comme étant pro-russe. En réalité, il ne l'est pas. Ce qu'il cherche, c'est le bien-être des Slovaques et le bien de son pays. Et parce que, justement, il a cette position-là qui va à l'encontre de la classe dirigeante européenne occidentale, c'est devenu un ennemi. C'est devenu un ennemi pour cette classe-là, au même titre que Orban, au même titre que l'AfD en Allemagne. On a vu là que les Allemands sont en train d'essayer de faire interdire le parti. Un ennemi comme le parti Rêve géorgien en Géorgie, justement, où il y a eu une tentative aussi de coup d'État, comme Georgescu en Roumanie. Enfin voilà, tout ça. En fait, il y a rien de nouveau sous le soleil. Tous les dirigeants de la classe politique occidentale qui cherchent aujourd'hui à trouver une solution pacifique sur le conflit en Ukraine et qui cherchent à non pas aller plus loin dans la guerre, mais à rechercher la paix, sont considérés comme des ennemis par la classe dirigeante et le deep state et l'État profond occidental. Et donc, pour cette raison-là, ils vont essayer, d'une façon ou d'une autre, de le renverser.
Voilà. Après, il a une assise, il a quand même il a une belle assise, un beau soutien de la part des Slovaques. Donc, comme on l'avait vu en Géorgie, c'est plus difficile de renverser un dirigeant qui est vraiment soutenu par son peuple. Mais on sait en face qu'il y a beaucoup de moyens, beaucoup de volonté et une grande technicité puisqu'ils n'en sont pas à leur premier essai. Donc voilà, c'est un moment difficile pour Fico en ce moment. Alors, ceci étant, pour le coup, on ne peut pas dire cette fois que c'est les États-Unis qui seraient derrière, puisque Fico a quand même une relation extrêmement positive avec nouveau, désormais, 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Est-ce que, et on sait que Trump, en plus, surveille, comme le lait sur le feu, la CIA et tous ces groupes gouvernementaux qu'il juge dangereux, ne serait-ce que pour lui-même. Thomas, Fico a parlé effectivement d'opposition, mais véritablement, est-ce qu'on peut imaginer que le reste de l'Occident ou des fondations ou des associations soient derrière? Bon, de toute façon, ça a toujours été le cas. À vrai dire, c'est pas leur bras armé, mais c'est leur bras, comment dire, des Occidentaux qui permettent à influencer totalement tout le reste, vu l'argent qui est mis dedans. Il y en a de plus en plus qui se battent quand même contre eux, on le voit bien. Déjà, Elon Musk parlait beaucoup de Soros, qui est le plus connu de tous. Mais petit à petit, les langues se délient. Mais c'est sûr qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Je reviens tout à fait sur Fabrice. Tu as raison, je pense que c'est pas un problème américain, même si les Américains sont toujours derrière pour essayer de contrôler tout ça. On va dire que le deep state américain n'est pas des plus républicains, donc peut-être que eux aussi sont quand même derrière. Soros et son fils en particulier sont bien dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est en particulier. Mais vu qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai et que ça a plutôt bien marché, je veux bien rajouter le cas de la Moldavie, même si c'est pas encore l'Union européenne, où ils ont réussi à totalement influencer et contrôler le résultat des élections, en particulier avec la diaspora des pays contrôlés, on va dire ça comme ça, donc pas la Russie. Mais est-ce que ça va, comment dire, toutes ces organisations-là suivent vraiment leur politique, leur plan qu'ils ont pour faire en sorte qu'il y ait une sorte d'union européenne fédérale à terme, mais c'est sûr que les États-Unis ont plutôt intérêt que ça se disloque. Donc, du moins, les États-Unis de Trump ont plutôt intérêt que ça se disloque. C'est pour ça que les organisations comme celle-ci vont tout faire et ont toujours tout fait, dans tous les cas, en contrôlant surtout que des pays comme la Slovaquie sont des petits pays, avec une économie assez faible et plutôt influençable. J'ai re-regardé un reportage sur Soros et ce qu'il avait fait avec la monnaie, avec le livre sterling. Et c'est vrai que quand on sait ce qu'ils sont capables de faire à un pays comme le Royaume-Uni, alors tout le reste, c'est plutôt facile. Et à voir ce qui va se passer, parce qu'il y aura d'autres élections, plus les annulations d'élections. Il parle aussi de l'Allemagne, d'annuler les élections si les Allemands votent mal. Oui, c'est Thierry Breton qui a annoncé, effectivement. Thierry Breton qui travaille pour Bank of America maintenant et qui était pour la souveraineté européenne. C'est assez drôle. Bon, on sait très bien que ce sont tous des vendus des organisations américaines, mais à voir avec Trump si ça va pas changer un petit peu, effectivement. Mais c'est sûr qu'ils vont continuer, et vu l'argent qu'ils ont et qui a été donné, je sais très bien que c'est... Allons-y gaiement. Xavier Moreau, Xavier, quelles sont les prochaines cibles? Alors, avant même de parler des prochaines cibles, je vais même te poser une question toute simple. Est-ce que Fabrice, lui, semble dire qu'il pense que ça n'a pas de chance de toute façon d'aboutir? Est-ce qu'on peut... pas dit que ça n'avait pas de chance. J'ai dit que c'est compliqué quand un leader a une assise populaire. Mais non, les chances existent, de même qu'elles existent encore en Géorgie. Parce que moi, je suis persuadé qu'au printemps, les manifestations vont recommencer. Ils ne lâchent jamais leur proie. Alors, justement, est-ce que, Xavier, véritablement, Fico est aussi fort au niveau de ses opinions pour pouvoir effectivement s'en sortir indemne? La Slovaquie n'est pas effectivement un grand pays, donc est-ce qu'elle a la capacité à résister à une telle attaque? Et puis, deuxième question, c'est... quid du prochain, vers où on va aller? Est-ce que ce sera la Hongrie? Enfin voilà. Quel est ton ressentiment là-dessus? Donc la première chose qu'il faut dire,
c'est que la Slovaquie a une place particulière dans l'opération kievienne, puisque en fait, ça a été un des pays, jusqu'à l'arrivée de Fico, on dit plutôt Fico d'après ce que j'ai lu, au pouvoir, eh bien, c'était la Slovaquie qui a été un des principaux fournisseurs d'armement. À tel point que quand Fico est arrivé au pouvoir, il y a même des procès qui sont faits. En gros, c'est pour trahison, puisque la Slovaquie a donné tout ce qui concernait, tout ce qui lui avait été légué par l'époque soviétique, et donc qui était très utile pour l'armée otano-kievienne, puisqu'elle était, en tout cas au début, essentiellement composée de matériel soviétique, et donc il lui en fallait. Et je crois que la Slovaquie a donné ses MiG-29, elle a donné des chars, elle a donné des véhicules blindés d'infanterie, elle a donné des munitions. Donc en fait, la Slovaquie a été un soutien particulièrement important pour Kiev. Donc déjà du point de vue de la livraison d'armes. Ensuite, et donc tout ça s'est arrêté, puisque depuis que Fico est arrivé, il a arrêté de livrer les armes. Deuxièmement, la Slovaquie fournit à l'Ukraine de l'électricité, puisque les Russes, depuis l'automne 2022, frappent les infrastructures critiques énergétiques, donc les centrales thermiques, les barrages. Donc il y a eu un gros déficit d'électricité en Ukraine. Les seules centrales qui continuent à fournir l'électricité, en fait, ce sont les centrales atomiques. Donc, la Slovaquie joue un rôle extrêmement important par rapport à ça. Troisième chose, et c'est ça qui a déclenché, en fait, je pense, le lire des Occidentaux. Alors après, on pourra rentrer dans le détail de qui ils sont. C'est que, en fait, Zelensky, depuis le 1er janvier, n'a pas renouvelé le droit de passage par les gazoducs ukrainiens qui envoyaient le gaz à la Slovaquie. Et ça a créé une crise en Slovaquie, puisque en fait la Slovaquie en a absolument besoin. Et ce qui fait que la Slovaquie doit trouver donc une source alternative. Donc cette source alternative, ça peut être Viktor Orban. Et d'ailleurs, Viktor Orban l'a proposé. Et donc de récupérer le gaz qui passe par Turkish Stream pour l'envoyer en Slovaquie. Alors, tout ça est compliqué, d'autant plus que la Slovaquie bénéficiait en tant que, on va dire, pays non hostile à la Russie, d'un prix du gaz tout à fait abordable, ce qui est important pour un petit pays comme la Slovaquie. Et donc, en représailles de ça, Fico a dit que si jamais le gaz ne parvenait plus à la Slovaquie, eh bien, la Slovaquie cesserait de fournir de l'électricité à l'Ukraine. Donc, en fait, cette attaque qui, à mon avis, je pense que Fico ne raconte pas d'histoire, je pense qu'il a tout à fait raison. En fait, c'est un peu les trois raisons qui font que pour l'Occident collectif, il faut faire un changement de régime en Slovaquie. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, de manière globale, ce qui est intéressant, c'est que Fico n'est pas le seul à avoir annoncé qu'il y avait des tentatives de révolution colorée. On a parlé de la Géorgie, mais il y a également Aleksandar Vučić, le président serbe, qui a fait exactement la même annonce il y a 15 jours, début du mois de janvier, en disant que des services secrets occidentaux, des intérêts croates et albanais étaient à la manœuvre pour essayer d'utiliser les manifestations en Serbie. Il y a eu des manifestations en Serbie à la fin de l'année dernière parce qu'il y a eu un grand accident ferroviaire. Enfin, il y a des problèmes en Serbie. Encore une fois, les manifestations, les révolutions, elles n'arrivent pas non plus. C'est pas 100% artificiel. Sinon, ça ne fonctionne pas, comme en Géorgie d'ailleurs. Donc ça, c'est de manière globale. Je pense qu'il y a l'Occident collectif. Alors, effectivement, à terme, on va pouvoir retirer une partie des autorités à Washington, mais pour l'instant, il y a quand même tout de même une inertie. Il y a en plus ces associations qui sont financées par des philanthropes comme la bande de Soros. Alors aujourd'hui, c'est son fils. Enfin, je pense que son fils est stupide, donc je pense qu'il ne dirige rien. Mais il y a tous ces gens qui ont été mis en place par Soros. Et puis, il y a Bruxelles. Il y a Bruxelles et toutes les officines qui y sont liées. Il y a, je pense, très actifs les services secrets britanniques. Eux, quoi qu'il arrive, oui, ils vont rester actifs. Et eux, ils veulent effectivement, ils sont très inquiets du virage qu'on observe dans toute l'Europe de l'Est, dans l'Europe en général, mais là où ça donne des fruits politiques extrêmement rapidement, c'est l'Europe de l'Est. Ils ont perdu la Géorgie, ils ont perdu la Slovaquie, depuis longtemps ils ont perdu la Hongrie, et oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait une tentative de changement de régime, de coup d'État, puisqu'en fait une révolution colorée, c'est un coup d'État en Hongrie. La Roumanie est dans la ligne de mire. D'après les derniers sondages, en fait,
Călin Georgescu est le premier est donné à 50% d'avis favorables. Les autres sont à 20%, 10%. Donc, il pourrait très bien l'emporter aux élections qui doivent avoir lieu en mai. Voilà, c'est en train de gronder dans toute l'Europe de l'Est, la Pologne et les pays baltes à part, mais eux, c'est vraiment un monde à part. Et donc le candidat, il y a des élections également qui s'annoncent en Tchéquie. Le candidat de l'opposition a dit que si jamais il l'emportait, ils arrêteraient de soutenir militairement l'Ukraine. Donc en fait, il y a toute l'Europe de l'Est qui est en ébullition. Et effectivement, je pense que les États profonds bruxellois, ça c'est sûr, les services secrets anglais, une partie des élites européennes en France, en Allemagne, des fanatiques par exemple comme le ministre des Affaires étrangères allemand, alors elle va sans doute partir à la fin du mois de février, Baerbock, elle, c'est clair qu'elle va tout faire pour déstabiliser, faire des changements de régime dans tous ces pays d'Europe de l'Est. Donc tout ça fait que effectivement, le Fico a tout à fait raison de s'inquiéter. Maintenant, comme le dit Fabrice, il y a quand même un principe de base et qu'on a vu une fois de plus s'appliquer en Géorgie. Les révolutions de couleur ne fonctionnent que dans les pays où la direction du pays, les autorités du pays ont déjà trahi. La révolution de couleur a fonctionné en 2003 en Géorgie parce que Shevardnadze était pro-américain. Mais les Américains avaient décidé de le remplacer par Saakashvili. Pareil, en 2014, Yanukovych était à l'origine de l'accord d'association. Il a trahi son électorat sur la langue russe, sur l'entrée dans l'union douanière avec la Russie. Et donc, en fait, il s'est retrouvé tout seul. Plus personne n'était là pour soutenir. Le rêve géorgien, lui, il a tenu ses engagements. Et donc, en fait, le rêve géorgien est largement majoritaire. Et derrière lui, son électorat l'a soutenu parce qu'il est reconnaissant d'avoir tenu ses positions. Je pense que c'est pareil pour Fico. Si Fico applique un programme pour lequel il a été élu, donc je pense que le risque existe, mais c'est relativement limité. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand l'État est solide et que finalement il s'en remet au suffrage, à son électorat majoritaire, que ce soit en Serbie, que ce soit en Géorgie, eh bien, la révolution de couleur ne fonctionne pas. Voilà. Entendu. Donc, voilà un peu... Alors, en un mot, parce qu'on va changer de thème, en un mot, quelle est la prochaine cible? Alors, peut-être un petit peu tout le monde. D'ailleurs, on va passer en mode je pense que c'est la Roumanie. Là, l'urgence pour l'Union européenne, c'est la Roumanie. Parce que la Roumanie est pareil, comme pour la Slovaquie, mais même encore plus important que pour la Slovaquie. La Roumanie est le pays, la plaque tournante de l'aide à l'Ukraine. Il y a Rheinmetall qui a installé des ateliers pour réparer les chars. Il y a des troupes françaises qui sont déployées. Il y a plus de 1000 hommes qui sont déployés. Il y a des troupes anglaises. Il y a des manœuvres de l'OTAN en permanence. Si jamais la Roumanie tombe donc dans l'escarcelle des nationalistes pacifistes, ça va poser un énorme problème au dispositif otanien en Europe de l'Est et donc en Ukraine. Donc moi je pense que sur la Roumanie, ils sont prêts à tout. De toute manière, et ça on l'a pas dit, mais Fico, comme Trump, a survécu à une tentative d'assassinat, donc il faut voir qu'en face, ils sont prêts à tout. Et je pense que d'ailleurs, même encore une fois, pour le dispositif otanien, la Roumanie est encore plus importante que la Slovaquie. Donc danger pour le candidat. Georgescu. Ouais, voilà. Pour Georgescu, tout à fait. Fabrice, c'est pareil, en deux mots, est-ce que tu penses comme Xavier que la Roumanie c'est la prochaine target ou est-ce que tu vois une autre zone de déstabilisation? En fait, Roumanie, Moldavie, effectivement, pour moi, on voit bien depuis quelques mois que les services occidentaux essayent de déstabiliser ces deux pays. On a vu en Moldavie aussi la triche qui a eu lieu sur les élections. En fait, ça, c'est deux pays pivots qui ne peuvent pas se permettre de perdre. Ils sont là-dessus. Donc, non, ils vont effectivement avoir un œil. Et à mon avis, tous les services occidentaux sont déjà présents dans ces deux pays pour éviter qu'ils tombent, comme tu l'as dit, dans l'escarcelle des patriotes. Ça, ils peuvent pas se le permettre dans leur plan à eux. Après, on va voir comment les choses vont évoluer avec l'arrivée de Trump, parce que Xavier l'a bien expliqué. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même si on a encore les réseaux Soros très présents sur place, même si on a encore
l'État profond avec l'argent qui va derrière, les armements qui vont avec, présents en Europe de l'Est. Trump est arrivé il y a quelques jours au pouvoir, vraiment aux manettes à la Maison-Blanche. Tout ne peut pas être réglé en quelques jours. On va voir maintenant comment Trump va décider, quelle décision va-t-il prendre. Il y a quand même un point important, je trouve, c'est que Trump a fait récemment une déclaration sur le forum de Davos, en critiquant le forum de Davos, en critiquant en fait les plans et les ambitions du forum de Davos, et en disant que le forum de Davos est une monstruosité, grosso modo, qui va à l'encontre du bien des peuples. Donc, or en fait, tout l'État profond américain, tous les réseaux Soros sont présents au forum de Davos. Donc, quand Trump s'en prend au forum de Davos, en fait, il s'en prend à toutes ces personnes-là. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu quelle lutte il va pouvoir mener. Et si effectivement il y arrive, alors l'étau va se libérer autour des pays, notamment d'Europe centrale. Entendu. Thomas, véritablement en un mot. Non, ça va être compliqué en un mot parce que, en fait, il y a encore plus urgence, c'est que dans 2 jours commencent les élections en Biélorussie. Et là, à Davos, justement, la pseudo... opposante à Loukachenko a dit que justement ils étaient prêts pour faire chier Poutine, c'est plus ou moins ce qui a été dit précisément, de faire des manifestations, de préparer des manifestations en Biélorussie dans 2 jours, c'est le début, ça dure à peu près 2 semaines, les élections pour un 7e mandat pour Loukachenko, mais il peut y avoir encore des manifestations comme il y en avait eu en 2020 qui sont forcément en partie en même temps payées par toutes ces organisations-là. Donc en termes de timing, c'est peut-être la plus proche et je pense que ce sera dans notre prochain épisode, voire celui d'après selon les résultats. Intéressant, je n'avais pas du tout envisagé le prisme biélorusse. On y reviendra, on en reparlera assurément. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Fabrice, c'est le travail de Trump maintenant de remettre la main sur ces agences gouvernementales avec le danger que ça représente pour lui. On va passer au thème numéro 2 qu'on va raccourcir du coup un petit peu. Avant cela, je vous rappelle, s'il vous plaît, que vous devez, autant que vous en avez la gentillesse, suivre Géopolitique Profonde, donc sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde, sur leur canal j'allais dire Instagram, non pas du tout, Twitter, excusez-moi, et également de regarder pour vous abonner au magazine, comment faire. Alors pour s'abonner au magazine, eh bien vous allez sur le site internet géopolitique-profonde.com, vous suivez les petites démarches pour vous inscrire et vous recevrez le magazine de la chaîne. C'est un très beau magazine qui paraît de manière mensuelle avec beaucoup d'actualités économiques, géopolitiques et politiques, tout simplement. On parle aussi des cryptos beaucoup, on parle de la débancarisation, donc il y avait véritablement des sujets passionnants et des auteurs extrêmement intéressants, donc n'hésitez pas, regardez géopolitique-profonde.com, comment vous abonner à la revue. Tout de suite, on passe au thème numéro 2. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.